Voilà, nous sommes en direct. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle conférence dédiée à la désensibilisation. Nous avons le plaisir et la chance d'avoir avec nous le docteur Habib Chaban, allergologue, et Madame Marie-Pierre Rine, qui est présidente de l'association Asthme et Allergie 37 et qui est patient expert et qui s'occupe beaucoup d'éducation thérapeutique. Donc, je vais tout de suite laisser la parole au docteur Chaban, sachant que n'oubliez pas de poser vos questions sur le chat de cette page et le docteur Chaban vous répondra avec plaisir. Docteur Chaban, c'est à toi. Merci beaucoup, Christine. C'est avec plaisir. Je vais essayer de répondre surtout à vos questions. Et puis, juste pour expliquer un peu ce que c'est que la désensibilisation, euh, faire un petit tour rapide des principales notions qu'il faut savoir concernant cette méthode de traitement. Je vais commencer par partager mon écran. Euh, alors, il faudrait juste que Christine, tu me redonnes la main pour partager l'écran, Bah, en principe, parce que là, c'est bloqué. nommé animateur, voilà. Voilà. Alors, toujours pas. Hop, vous êtes désormais l'animateur. OK. Et voilà, en tant qu'animateur, je vais pouvoir partager mon écran avec vous. Partager. Et voilà. Et je vais me mettre en mode plein écran. J'espère que ça va se faire. Voilà. Oh, c'est Donc, beau la technique. bien, bah, écoutez, j'espère que vous arrivez à bien voir mon écran. Attendez, il faut que je me débarrasse juste de ça. Et voilà, je ne vois pas tous les titres parce que j'ai quelque chose. Voilà. Euh, donc, j'ai essayé de retracer sur ce diagramme, sur cette image, un peu l'évolution des connaissances avec quelques dates importantes. La désensibilisation, ça a commencé déjà grâce à Noon et Freeman, deux euh, allergologues, je dirais, américains, dès 1911, qui avaient montré l'intérêt de ce traitement dans la prise en charge du rhume des foins, c'est-à-dire la rhinite allergique au pollen de graminées. Et depuis, ça a bien sûr beaucoup évolué. On ne connaissait même pas à l'époque le mécanisme par lequel ça fonctionnait, mais on avait déjà un traitement. Ce n'est qu'en 1968 qu'ont été découverts les IgE. Les IgE sont les immunoglobulines E, c'est-à-dire le support, les immunoglobulines qui ne nous protègent pas, mais qui nous rendent allergiques. Ce n'est qu'en 68 qu'on les a découverts. Et à partir de 1974, on a commencé à s'intéresser à une autre voie de désensibilisation que la voie injectable, c'est la voie sublinguale. Et à partir de là, on commençait les essais cliniques, les études, jusqu'à aujourd'hui devenir une voie de traitement majoritaire pour traiter la majorité des allergies respiratoires euh, dont on va parler ce soir. Et puis, la recherche ne s'arrêtant jamais, on a essayé de voir s'il n'y a pas d'autres moyens de désensibiliser en dehors de la voie injectable, de la voie sublinguale dont on va parler. Eh bien, on développe aussi pour d'autres applications, notamment pour les allergies alimentaires, un traitement de désensibilisation par voie épikutanée, c'est-à-dire c'est avec des patchs que l'on colle sur la peau. Aujourd'hui, ça se fait pour l'arachide, mais bientôt on l'aura pour d'autres allergènes comme le lait, l'œuf et d'autres aliments également. Il y a bien sûr des inductions de tolérance orale avec un traitement qui est maintenant commercialisé aux États-Unis pour l'arachide et bientôt en Europe. Donc tout cela pour dire que peut-être un jour on arrivera même, je terminerai là-dessus, à avoir un vaccin. Pour l'instant, ce n'est pas tout à fait un vaccin et vous allez comprendre pourquoi. Alors, hop, voilà. Cette désensibilisation aujourd'hui par voie sublinguale, selon moi, c'est probablement la plus importante découverte
en allergologie après celle de la découverte de l'IgE, qui est le mécanisme de l'allergie. Pourquoi? Parce que grâce à une réorientation de la réponse immunitaire de l'allergie vers la tolérance, tout simplement en administrant un allergène responsable de cette allergie par voie sublinguale ou orale, puisqu'on l'avale, eh bien, on va modifier la réponse immunitaire de l'allergique pour le rendre tolérant, c'est-à-dire, comme tout un chacun, il va pouvoir être en contact des acariens, du pollen, des poils d'animaux, sans avoir de symptômes. Et ça, c'est quand même quelque chose de formidable et d'extraordinaire. Je crois que ça... Voilà. Comment ça marche, ce système de désensibilisation par voie sublinguale? Je suis désolé, je commence par des choses un peu peut-être compliquées, mais regardez ici cet enfant qui est en train de prendre des gouttes de traitement sous la langue. Eh bien, il va laisser le médicament en contact sous la langue pendant 2 minutes avant d'avaler. Ce contact, aujourd'hui, ça a été fait ici avec des modèles, avec des biopsies qui ont été faites sur des modèles animaux, qui montrent qu'au bout de 5 minutes, l'allergène est détecté à la surface de la muqueuse buccale, qu'au bout de 30 minutes, cet allergène commence à pénétrer à l'intérieur de la muqueuse buccale, et qu'au bout de 60 minutes, on le voit encore beaucoup plus loin, et il va se diriger vers les ganglions qui se trouvent au niveau de la base, donc ici au niveau donc cervical. Et c'est à ce niveau-là que va se manifester donc l'effet du médicament, c'est-à-dire la réorientation du système immunitaire. Donc c'est par un système très simple de contact avec la muqueuse buccale que l'on va réorienter la réponse immunitaire. Tout simplement pourquoi? Parce que quand l'allergène arrive, que ce soit des pollens, que ce soit des acariens, que ce soit des allergènes d'animaux ou de moisissures, ils arrivent par des voies naturelles que sont le nez, les voies respiratoires ou la conjonctive. Ce sont des voies qui sont destinées à une réponse immunitaire plutôt allergique. Alors que tout ce que l'on met dans la bouche et donc est censé être profitable, c'est un aliment, on a un système immunitaire qui est différent et qui va permettre de tolérer tout ce que l'on met dans la bouche pour le consommer. Pourquoi? Parce que ça va apporter des nutriments. Eh bien, si on utilise cette voie pour apporter de l'allergène, eh bien, on va informer le système immunitaire d'une manière différente et il va comprendre par ce biais-là que l'allergène, finalement, ce n'est pas dangereux et il va être considéré un peu comme les aliments, c'est-à-dire qu'il va faire de la tolérance vis-à-vis de cet allergène-là. C'est par ce biais-là, par ce mécanisme-là, que fonctionne la désensibilisation par voie sublinguale. Avant, on a utilisé donc cette voie injectable pendant des années, en France jusqu'en 2017, puis ensuite en 2018 a été déremboursée et définitivement, donc je ne pense pas qu'elle reviendra un jour, en tout cas pas sous la forme que nous l'avons connue. Pourquoi? Parce que cette forme de désensibilisation qui était efficace, on continue à utiliser dans une seule et unique indication aujourd'hui, c'est l'allergie au venin de guêpes et d'abeilles. Eh bien, pour les allergènes respiratoires, c'est-à-dire les acariens, les pollens, les poils de chat, de chien et les moisissures, on n'utilise plus la voie injectable en France. On n'utilise que la voie sublinguale. Pourquoi on l'a interrompue? Parce qu'elle n'était pas dénuée de risques. Et cette voie de désensibilisation par voie sublinguale, eh bien, elle peut parfois déclencher des réactions, des effets indésirables graves, de type réaction allergique grave, pouvant même aller jusqu'au décès. Et on a estimé, par exemple, dans cette étude, qu'il y avait 1 à 2 décès pour 2,5 millions d'injections qui étaient faites. Et je vous montrerai des chiffres terribles tout à l'heure sur la prochaine diapositive. Alors que donc cette voie qui est utilisée en France depuis 1991 en particulier, eh bien, jusqu'à présent, nous n'avons eu à déplorer, heureusement, 0 accident grave. Il peut y avoir quelques effets indésirables dont je vous reparlerai tout à l'heure, mais aucun accident grave de type accident fatal.
Regardez ici des statistiques qui viennent d'un laboratoire à LK. Si on compare ici la voie injectable, c'est le tableau du bas, euh, pour un demi-million d'injections, ce qui représente 47 000 traitements par an, on avait eu 21 chocs anaphylactiques déclarés. Alors que si on prend la voie sublinguale sous forme de comprimé, sur 134 000 traitements, ce qui représente 49 millions de comprimés pris, de doses, on a eu un seul cas de choc anaphylactique déclaré. Donc, il y a une très grande sécurité aujourd'hui grâce au traitement par voie sublinguale comparé à la voie injectable. Regardez les statistiques d'il y a, qui maintenant se sont en tout cas arrêtées en France, même si aux États-Unis cette voie continue à être utilisée. Eh bien, dans un pays comme les États-Unis où la désensibilisation est encore majoritairement par voie injectable, ici en rouge, les chiffres que vous voyez en fonction des années, c'est-à-dire dans les périodes qui ont été donc calculées ici, eh bien, c'est le nombre de décès par accident grave suite à des erreurs ou des choses comme ça de dosage ou de manque de précaution chez les patients. Et maintenant, grâce, à partir de 2010, il n'y en a plus, justement grâce au resserrement des recommandations et de toutes les mesures donc, de prudence qui sont faites en Grande-Bretagne. Il y a eu entre 1957 et 86 26 décès par désensibilisation par voie injectable. Alors, c'est quand même pas normal. Aujourd'hui, on n'accepte pas que l'on puisse avoir un accident grave, fatal, tout simplement parce qu'on a une rhinite ou parce qu'on souffre de nez bouché ou de rhinoconjonctivite. Ce n'est pas admissible aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, en France, en tout cas, les autorités de santé ont décidé en 2018 euh, d'arrêter parce que le risque était supérieur au bénéfice, donc la voie injectable. On ne parle plus que de voie sublinguale à partir de maintenant. Cette voie sublinguale, elle est commercialisée en France par deux grands laboratoires. Ici, le laboratoire ALK qui commercialise soit la forme liquide qui s'appelle Osiris, ou le laboratoire Stalergen avec les, ici les gouttes qu'on appelle Staloral, avec différentes concentrations, avec des schémas, bien sûr, de progression de ces traitements. On peut utiliser la concentration 10, puis ensuite aller au 300. Et de plus en plus, on commence aujourd'hui directement au 300 IR pour beaucoup d'allergies respiratoires. Aujourd'hui, l'offre de traitement s'est enrichie grâce à l'arrivée depuis 2011 en France et depuis 2009 en Europe de comprimés de désensibilisation. Les comprimés, c'est la forme sèche euh, des gouttes qu'on avait et qu'on a toujours de désensibilisation. C'est beaucoup plus pratique parce que, d'une part, il n'y a plus besoin donc d'avoir une livraison, de les mettre au réfrigérateur. Euh, on n'a plus besoin donc de les commander avec comment dirais-je, des dates de péremption qui sont courtes, puisqu'elles ne sont que de 6 mois pour les gouttes, alors qu'avec les comprimés, nous avons des dates de péremption qui sont de l'ordre de 3 années. Et pour le renouvellement, il suffit d'aller avec son ordonnance tous les mois à la pharmacie pour pouvoir renouveler son médicament de désensibilisation. Alors, le premier qui est apparu en France en 2011, c'est le Grazax. Euh, Oralair, c'est le laboratoire ALK qui le fait. Oralair, c'est le laboratoire Stalergen, a été commercialisé à partir de 2013 en France. En 2018, sont apparus les comprimés de désensibilisation pour les acariens sous forme de lyophilisa du laboratoire ALK. Et en 2022, Oralmite, c'est les comprimés de désensibilisation pour les acariens du laboratoire Stalergen. Donc, et nous avons enfin un dernier arrivé qui n'est pas sur cette diapositive, qui est sur cette image, c'est les comprimés Itulazax de désensibilisation au pollen de bouleau qui sont, comment dirais-je,
disponible en France seulement depuis la fin 2022, octobre 2022, très exactement. Qui peut bénéficier de la désensibilisation? Eh bien, vous verrez de temps en temps le mot ITA, c'est tout simplement immunothérapie allergénique. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que avant de considérer la mise en route d'un traitement de désensibilisation, eh bien, il faut que l'indication soit validée par, bien sûr, tout un bilan allergologique qui est fait. On doit montrer la présence d'IgE, donc d'allergie vis-à-vis de l'allergène majeur, de l'allergène responsable des symptômes, que ce soit les acariens ou les pollens, etc. Il faut que l'allergène soit présent. Il ne suffit pas, on ne désensibilise pas des tests qui soient cutanés ou des tests sanguins positifs. On désensibilise un patient qui est gêné par la présence d'un allergène et il y a une imputabilité forte de cet allergène dans ses symptômes. Euh, les symptômes doivent être suffisamment gênants et l'éviction est soit impossible, soit difficile à mettre en œuvre. Et également, lorsqu'il y a une charge de traitement avec des médicaments symptomatiques importante, ou lorsqu'il y a des effets indésirables de ces médicaments, comme la fatigue, la somnolence que peuvent entraîner certains antihistaminiques, eh bien, lorsqu'on est dans des situations d'indication validée, une allergie confirmée, un allergène qui est présent et imputable, des symptômes gênants chez le patient, avec une insuffisance de prise en charge par les traitements conventionnels pharmacologiques, eh bien, dans ces cas-là, on va pouvoir penser à la désensibilisation. Deuxièmement, il faut éliminer l'absence de contre-indications. Les contre-indications, on reviendra là-dessus. Certaines sont liées à l'âge, d'autres à des comorbidités. Enfin, lorsqu'on veut désensibiliser, il faut qu'il y ait un extrait allergénique disponible pour cette désensibilisation et validé. Enfin, il faut veiller à ce qu'il y ait une bonne observance attendue au traitement. L'observance est la clé de réussite de la désensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, et comme on ne parle plus que de voie sublinguale, contrairement à ce qu'on avait fait il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années avant qu'on ait toutes les preuves qui ont été amenées par la recherche clinique, eh bien aujourd'hui, on sait que le traitement doit être fait quotidiennement, qu'il y a une durée minimum pour qu'il y ait un effet bénéfique et que cet effet puisse se reporter les années suivantes. Et la durée aujourd'hui du traitement est de 3 ans minimum et 5 ans au maximum. Quel, à quel patient s'adresse cette désensibilisation? Quelle pathologie? Eh bien, essentiellement, ça va être la rhinite, la rhinoconjonctivite, et également, depuis peu, c'est validé pour l'asthme allergique, notamment l'asthme allergique aux acariens. Aujourd'hui, quels sont les allergènes qui sont concernés? Eh bien, les acariens sont, je dirais, le principal allergène pour lequel on désensibilise aujourd'hui les patients, parce que la prévalence des allergies aux acariens est l'une des probablement la plus importante. Au moins la moitié des patients que nous voyons ont qui soient rhinites ou qui est rhinite et avec asthme, ont une allergie aux acariens. Les pollens viennent ensuite, très proches des acariens. Les pollens, ça augmente, notamment avec le réchauffement climatique. Les saisons s'allongent. La pollution aggrave en plus l'allergénicité de ces pollens et rend plus fragiles les muqueuses des allergiques. Et donc, on a de plus en plus d'allergies aux pollens qui se déclenchent. Et aujourd'hui, les pollens font partie des allergènes pour lesquels on désensibilise beaucoup, notamment les pollens de graminées, mais pas que les graminées, les pollens d'arbres également. Et puis, dans certains endroits, vous avez des herbacées comme l'ambroisie notamment. Après ces deux principaux acariens et pollens, eh bien, on désensibilise aussi beaucoup moins, peut-être à peu près 5% des patients allergiques aux
fanères d'animaux, c'est-à-dire aux poils d'animaux, que ce soit le chat, qui est de loin la première cause d'allergie euh, aux animaux domestiques, suivi par le chien après. Aujourd'hui, on ne dispose plus d'autres extraits pour faire comme autrefois. On pouvait désensibiliser, par exemple, au cheval ou au lapin, etc. Donc tout ça fait partie du passé, puisque ce sont des allergènes qui n'ont pas pu être validés par des essais cliniques, euh, et ça a été malheureusement arrêté leur production. Les moisissures, on a encore la possibilité de désensibiliser aux moisissures. C'est assez rare dans l'ensemble par rapport aux autres allergènes acariens et pollen, mais c'est encore disponible et nous avons encore de l'alternaria qui est disponible, qui est la moisissure la plus allergisante que l'on retrouve dans notre environnement. Bien entendu, il y a toujours les venins d'hyménoptères pour lesquels la désensibilisation se fait non pas par voie sublinguale, mais par voie injectable. Ça n'a pas changé parce que c'est la voie qui a montré une très grande efficacité et qui continue et qui reste aujourd'hui la seule moyen de traiter les personnes qui font des réactions anaphylactiques graves après piqûre d'abeilles ou de guêpes ou de frelons. On ne désensibilise pas les personnes qui réagissent avec, même si c'est un gros gonflement au niveau de la main, de la jambe, etc., ou si c'est une réaction légère ou retardée, atypique, etc. On ne désensibilise que les patients qui ont fait des réactions graves pour les venins. Dans les autres cas, l'indication n'est pas reconnue aujourd'hui. Alors, je vais essayer d'avancer. Voilà. Les contre-indications, quand on veut désensibiliser, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indications. Alors, il y a des contre-indications qui sont relatives, comme l'âge, par exemple. Aujourd'hui, on ne désensibilise pas avant l'âge de 5 ans. Il n'y a pas, en principe, d'âge limite supérieur. On ne fait pas de démarrage de désensibilisation pendant une grossesse. En revanche, si une femme prend un traitement de désensibilisation, si elle apprend en cours de traitement qu'elle est enceinte, elle doit, non seulement elle peut, mais elle doit poursuivre son traitement parce qu'elle sera protégée, elle aura moins de symptômes et sa grossesse se passera mieux sous cette forme-là, plutôt que d'arrêter son traitement et de souffrir de son allergie au pollen ou aux acariens. Il y a des contre-indications relatives comme par exemple l'œsophagite éosinophile. Aujourd'hui, on arrive à traiter des patients avec quelques petites astuces. Euh, on Avant, les personnes qui avaient des cancers, on ne les traitait pas, on disait stop, on arrête. Maintenant, si le cancer est en rémission depuis plus de 5 ans, avec l'accord du cancérologue, eh bien, on peut initier une désensibilisation, d'autant que aujourd'hui, les traitements de désensibilisation par voie sublinguale n'ont plus d'immunoadjuvants, comme les injections autrefois de désensibilisation. Donc, en l'absence d'adjuvants injectés sous la peau, les traitements de désensibilisation par voie sublinguale n'ont pas les mêmes capacités de modifier l'immunité de la personne qui reçoit le traitement. Et c'est pour ça que donc, tout ça, c'est devenu des contre-indications relatives, comme le déficit immunitaire ou certaines maladies métaboliques sévères ou des maladies cardiovasculaires instables. Les contre-indications formelles, c'est un asthme grave, ou, sévère, pardon, un asthme sévère, on ne peut pas le désensibiliser, sauf si, bien sûr, cet asthme, pour différentes raisons de traitement, d'environnement, etc., eh bien, il passe du stade asthme sévère à un stade bien contrôlé, modéré, etc. Mais un asthme sévère aujourd'hui ne peut pas être désensibilisé. Lorsqu'on a un cancer qui vient d'être diagnostiqué ou qui est sous traitement, sous chimio, etc., on ne peut pas le désensibiliser. Quand on a une maladie auto-immune évolutive, non plus. Les maladies psychiatriques qui peuvent
euh, interférer avec l'observance, avec la prise du traitement, ne sont pas donc une indication. Et lorsqu'un patient a commencé, déjà fait une désensibilisation et qu'il a présenté un accident anaphylactique, ce qui est très rare aujourd'hui, eh bien, ça devient une contre-indication à la reprise du traitement, bien entendu. Comment suivre le traitement de désensibilisation? Alors, vous avez compris que le traitement donc, se prenait tous les jours. On a donc une dose à prendre en traitement d'entretien. Ce traitement d'entretien, euh, une fois qu'on l'a atteint, on le poursuit quotidiennement et il faut quand même revenir voir son médecin parce qu'une évaluation est nécessaire. Si je prends ici le texte de consensus de la Société française d'allergologie, ce sont des recommandations pour la prescription de la désensibilisation et du suivi du traitement. Eh bien, euh, ce consensus, ce texte de recommandation préconise une évaluation de 3 à 3 mois, à 6 mois et à 12 mois la première année, puis au minimum 2 fois par an pour évaluer l'efficacité et renforcer l'observance. Ces consultations, on va le voir, vont permettre de vérifier que tout se passe bien, de vérifier que l'observance est correcte et de vérifier s'il y a une efficacité suffisante pour savoir s'il faut renouveler le traitement ou pas. Aujourd'hui, on dispose de téléconsultations. C'est un progrès, d'ailleurs en particulier depuis le Covid. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que la téléconsultation est une bonne option pour le suivi de la désensibilisation. Bien sûr, le suivi, mais ça n'empêche pas que on ne peut pas faire que de la téléconsultation jusqu'au bout. Il faut bien sûr de temps en temps revoir le patient pour faire une évaluation réelle, physique, avec un examen clinique complet. Comment donc évaluer le traitement et que faut-il évaluer? Eh bien, on évalue l'observance, c'est-à-dire est-ce que le médicament qui a été prescrit, est-ce qu'il est pris? Bon, est-ce que les flacons qu'on a prescrits ont été terminés dans les délais impartis? Ou s'il en reste beaucoup, c'est qu'il y a eu beaucoup d'oubli, c'est qu'il y a eu, voilà, la quantité donc, prescrite n'a pas été utilisée dans les délais impartis. On doit évaluer également l'efficacité euh, du, du- du traitement. Euh, L'efficacité, aujourd'hui, c'est le point qui est difficile parce que cette efficacité, elle ne va être jugée que sur les symptômes et leur évolution, comment ils évoluent, ces symptômes. Est-ce que la gêne est toujours là? Est-ce que les symptômes sont aussi fréquents? Est-ce qu'ils ont disparu complètement? Et le recours aux médicaments de secours. Et de façon générale, la qualité de vie. Aujourd'hui, il n'y a pas de test qui soit cutané, biologique ou autre, qui permettent de dire de manière objective, pardon, il y a euh, une efficacité du traitement de désensibilisation. Tous les marqueurs qu'on a pu avoir se sont révélés insuffisants pour permettre de juger une efficacité clinique de la désensibilisation. Donc l'efficacité se mesure uniquement par l'entretien du médecin avec son patient pour savoir comment sont les symptômes, leur fréquence, est-ce qu'on a toujours besoin d'autant de médicaments, est-ce qu'on a arrêté les médicaments de secours symptomatiques, comment les comorbidités, ce qu'elles sont devenues, et la qualité, est-ce qu'il y a une amélioration ou pas de la qualité de vie de façon générale? Et bien entendu, toujours, on doit évaluer la tolérance, c'est-à-dire rechercher s'il n'y a pas d'effet indésirable. Il y en a parfois, quand on utilise un allergène très concentré, c'est le cas de la désensibilisation par voie sublinguale chez un allergique, eh bien, au tout début, en tout cas, on a des effets attendus. Ce sont les picotements, les petits gonflements sous la langue ou les démangeaisons dans la gorge. Tout ça, c'est quelque chose qui apparaît la première semaine et qui disparaît. Par contre, lors du suivi des autres consultations, on vérifie qu'il n'y a pas d'autres effets indésirables qui peuvent être des problèmes digestifs, euh,
des problèmes de douleur, des problèmes euh, fort rares, hein. Il y a eu des cas décrits d'œsophagite eosinophile qui ont pu être déclenchés après un traitement, mais c'est quand même rare. On vérifie s'il y a un asthme, s'il est toujours contrôlé, s'il n'y a pas de perte de contrôle de cet asthme, etc. Donc, on doit vérifier l'absence d'effets indésirables et évaluation des autres comorbidités lorsqu'il y en a. Aujourd'hui, un laboratoire s'est lancé dans le développement d'une solution permettant d'améliorer l'observance. Pour revenir à la question de l'observance, qui est la clé également du succès du traitement, eh bien, le laboratoire Steragen a développé une e-pompe. C'est une pompe reliée au smartphone. Et quand on appuie pour délivrer les gouttes, elle va donc enregistrer à quelle heure on a pris le traitement, est-ce qu'on l'a pris correctement. Et en plus, elle va sonner pour rappeler au patient qu'il faut prendre son traitement tous les matins, par exemple. Donc, lorsque l'on parle de désensibilisation, on se dit, mais quel est l'intérêt de faire une désensibilisation s'il existe de bons médicaments qui contrôlent bien la rhinite allergique, la conjonctivite et des traitements pour l'asthme? Bien entendu. Mais il faut savoir que ces traitements, aussi efficaces qu'ils sont, la marche naturelle de l'allergie fait que plus on avance dans les années et plus cette allergie peut, chez certaines personnes, en fonction de l'environnement, eh bien, elle peut s'aggraver. Et les médicaments qui étaient efficaces cette année ou l'année dernière peuvent ne pas être efficaces cette année, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas les médicaments qui sont devenus inefficaces, mais tout simplement, c'est l'allergie qui a augmenté. Voilà. Et donc, ce n'est pas le médicament qui a changé, mais c'est l'organisme allergique qui a changé. Et donc, on est devenu plus allergique, donc il faut plus de médicaments. Qui dit plus de médicaments, on peut avoir plus de risques d'effets indésirables. Aujourd'hui, l'intérêt de la désensibilisation, c'est qu'avec un traitement unique, on va pouvoir traiter plusieurs symptômes à la fois. On va traiter la rhinite, on va traiter la conjonctivite, on peut traiter de l'asthme quand il est là. Ça permet même parfois de voir disparaître de l'eczéma atopique chez les patients qui en font. Ça réduit la sévérité des symptômes, ça diminue le recours aux autres médicaments jusqu'à même les arrêter et ne plus en avoir besoin. Ça prévient l'apparition de l'asthme dans la rhinite allergique quand elle est, ou la rhinoconjonctivite quand elles sont isolées. Ça peut prévenir, bien sûr, ce n'est pas systématique, mais ça peut. Ça prévient l'apparition de nouvelles sensibilisations. Ça a été démontré sur des larges séries de patients qui ont été désensibilisés comparé à ceux qui ne l'ont pas été. Eh bien, ceux qui ne le sont pas développent davantage de nouvelles allergies dans le futur. Ça améliore la qualité de vie, comme on l'a vu, et on a surtout une efficacité après l'arrêt de la désensibilisation par voie sublinguale. Alors, je terminerai sur cette diapositive et je suis prêt, bien sûr, à répondre à toutes vos questions. Peut-être un jour, la vraie vaccination anti-allergique, peut-être qu'un jour, on arrivera, comme vous le voyez ici, que ce soit à l'école ou à la maternité, dès la naissance, vous injectez un vaccin qui va faire que l'allergie ne se développera plus chez les nouveau-nés. Eh bien, il y a beaucoup de recherches qui est faite, pas assez certainement, mais il y a de la recherche qui est faite dans ce domaine-là. Et peut-être d'ici les années 30, on pourra peut-être voir un jour apparaître un vaccin, un véritable vaccin anti-allergique. Voilà ce que je voulais vous présenter. Je vais quitter le plein écran, je vais arrêter le partage et je vais revenir vers vous pour répondre à vos questions. Ah, eh bien, merci beaucoup Merci, Lydie. pour cet exposé tout à fait intéressant. Mais effectivement, j'ai des questions. Alors, des Oui. questions sur la page Facebook et puis des questions qui m'étaient parvenues par mail. Alors, tout d'abord, Mathias nous dit, bonjour, mon fils de 6 ans est asthmatique et allergique aux acariens. Il a entamé une désensibilisation il y a 10 mois. Il continue à avoir des réactions assez importantes le soir. Entre la prise d'un antihistaminique et les 5 gouttes de désensibilisation, distancées de 40 minutes,
et l'endormissement est difficile pour lui. Il Oui. doit se moucher 20 fois avant de pouvoir s'endormir. Est-ce normal? Alors, je reviendrai déjà sur plusieurs points concernant cet enfant. C'est que aujourd'hui, quand on a de l'asthme, la recommandation, et de façon générale, hein, quand vous regardez les notices de comment prendre le traitement de désensibilisation, ce n'est pas recommandé de prendre le traitement le soir. Il est préférable de le prendre le matin, pour plusieurs raisons. C'est en le prenant le soir qu'on a plus de manifestations, parce que c'est quand même un allergène. Pour peu qu'il y ait, en tout cas, le prendre et aller se coucher, c'est pas très bien, c'est pas très bon. Ça peut favoriser, bien au contraire, des manifestations d'asthme. Donc, toujours le prendre le matin, on a la journée devant soi, s'il y a un effet indésirable quelconque, etc., pour le prendre en charge. Évitez le soir, s'il vous plaît. Deuxièmement, la dose. Euh, j'ai bien entendu 5 alors, 5 c'est gouttes. c'est 5 pressions, je suppose. Je- Oui, je pense que c'est 5 pressions, parce que 5 gouttes, ça fait pas beaucoup. Et si c'est 5 doses sur la pipette aux iris, c'est pas assez. Si c'est 5 pressions, c'est la dose normale pour les acariens, enfin pour la désensibilisation avec le dispositif de cet allergène. Donc, euh, cet enfant donc, prend ça et prend en même temps un autre traitement. C'était quoi? C'était, La desloratadine. oui, la desloratadine. Bon, donc ça fait quand même 10 mois que cet enfant prend ce traitement. Je pense qu'il a eu une évaluation parce que habituellement, on démarre, comme vous avez vu sur les recommandations, on démarre le traitement et dans un délai de 3 à 6 mois maximum, on doit revoir le patient pour une évaluation d'abord de la tolérance, des effets indésirables et de l'efficacité. Pour les acariens, on considère que au maximum, s'il n'y a pas d'efficacité au bout de 12 mois, il faut arrêter, il faut reconsidérer pour voir qu'est-ce qui se passe. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une rhinite, même à 6 ans, une rhinite plus un asthme, on peut avoir une rhinite allergique et un asthme allergique aux acariens, mais une rhinite peut toujours être intriquée. Ça veut dire qu'on peut avoir 2 causes pour un seul symptôme. On a le nez qui coule, le nez bouché, mais on a 2 mécanismes derrière. On peut avoir de l'allergie et on peut avoir autre chose. On peut avoir du reflux qui peut déclencher des problèmes de rhinite chronique, non allergique, et avoir ça. On peut avoir une intolérance à l'histamine, même chez l'enfant, qui donne une rhinite chronique non allergique et avoir de l'allergie à côté. C'est 2 phénomènes différents. On peut avoir d'autres types d'intolérance, d'autres pathologies, entre guillemets, qui peuvent donner de la rhinite chronique et avoir une allergie. Et donc, il faut faire attention. Donc, si au bout de maximum 12 mois, il n'y a pas suffisamment de réponse et d'efficacité et qu'on est toujours obligé d'utiliser de la desloratadine, qu'on a toujours le nez qui coule, est-ce qu'on n'est pas en présence, parce que le traitement est bien fait, l'observance est bonne, la dose est correcte. Donc, si tout est correct, on doit avoir un résultat quand on est dans une rhinite allergique pure. S'il n'y a pas de résultat, le piège, ce sont les rhinites intriquées. C'est pas que la désensibilisation ne marche pas. Moi, je vous dis, c'est vraiment le constat de 40 ans d'exercice qui me fait dire ça. C'est que quand on a des échecs, c'est qu'il faut se reposer la question et revoir le diagnostic. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui explique cette rhinite en dehors de l'allergie? D'accord. Donc, retournez voir son médecin. Oui. Euh, alors, Elébor faisait un commentaire sur la désensibilisation injectable et elle nous dit que ça abîmait bien les bras.
Voilà, je cite. Vous Alors, aussi, c'est précis. Lucie, donc, qui avait posé la question de savoir s'il existait une désensibilisation pour les allergies aux poils de chien, tu as répondu oui, Oui. mais elle demande sous quelle forme cela se fait-il, car elle a rencontré un pneumologue qui lui avait indiqué que ce n'était pas possible de faire une Alors, désensibilisation aux poils de si chien. c'est possible de désensibiliser au, au poil de chien, ça n'existe que sous forme liquide et il n'y a qu'un seul laboratoire qui le prépare aujourd'hui, c'est le laboratoire ALK. Et nous avons la chance depuis 2023 d'avoir le dosage à 200 IR, parce qu'on était plafonné jusque-là à 100 IR, ce qui est insuffisant, alors que les allergènes pour lesquels ça marche bien, comme les acariens, les pollens, etc., on est à 300. Et depuis 2023, nous avons un dosage à 200. Donc, c'est possible sous forme de liquide. On n'aura jamais de comprimé puisqu'il n'y a rien qui est fait pour le chat, le chien, etc. Mais D'accord, sous forme liquide, ça existe. Et c'est remboursé et c'est encore en absence. Voilà, d'accord. Donc, retournez voir un médecin allergologue. tout à fait. Fabi qui nous donne un message positif en disant qu'elle a fait une désensibilisation à l'âge de 58 ans, pollen de bouleau, noisetier, et que ça a très bien marché. Euh, alors, une question, parce que ça, c'est sûr que ça revient souvent. Il n'existe pas de désensibilisation aux aliments, désensibilisation alimentaire? Si, c'est quelque chose qui a bien commencé et bien évolué ces 20 dernières années. Euh, on a commencé à faire, je dirais, des protocoles maison dans chaque service. On avait des inductions de tolérance qui se faisaient pour l'arachide, pour la noisette, pour la noix de cajou, mais on l'a toujours fait aussi pour des allergènes qui naturellement guérissent plus facilement, comme le lait, l'œuf. Ça, tous les allergologues le font. Mais pour les allergies qui étaient dites fixées, celles qui restaient toute la vie, qui sont les allergiques à l'arachide, aux fruits à coque euh, et d'autres allergènes comme les crustacés, les poissons, etc. Donc aujourd'hui, il y a soit des sociétés qui se sont lancées dans le développement, donc je dirais, de médicaments, puisqu'on n'est plus dans des protocoles faits par chaque service, mais dans de vrais médicaments. C'est le cas de Emun Thérapeutique aux États-Unis et qui a commercialisé le premier traitement de désensibilisation à l'arachide par voie orale. Euh, et la deuxième société, c'est DBV, qui est une société française qui a développé un patch qui permet donc d'être collé sur le dos et de permettre là aussi de rendre moins, donc plus tolérants les enfants qui suivent ce traitement à l'arachide. Et d'autres patchs sont développés pour d'autres allergènes également. Donc, le laboratoire ALK, par exemple, qui est leader mondial en allergologie, traitement des allergies, a commencé depuis l'année dernière tout un protocole de recherche pour développer des nouveaux traitements de désensibilisation pour les aliments. Donc, c'est quelque chose qui est en cours et qui continue à être développé. Bon, donc de l'espoir. Oui. Euh, comment, alors, quand on est sensibilisé à plusieurs allergènes, comment prend-on la décision de désensibiliser à un allergène plutôt qu'un autre? Et est-ce qu'on peut désensibiliser à plusieurs allergènes en même temps? Oui, on peut désensibiliser les polyallergiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les patients que nous voyons, 2 patients sur 3, jusqu'à 4 patients sur 5 que l'on voit, au moins 3 quarts, on va dire, jusqu'à 3 quarts des patients. 2 tiers à 3 quarts des patients que nous voyons sont polysensibilisés. Donc, si on se limitait à désensibiliser que ceux qui avaient qu'une seule allergie, ben, on en ferait vraiment très peu.
Donc, la majorité des patients qu'on voit aujourd'hui ont 2, 3, 4, 5 allergies. Comment on choisit? D'abord, premièrement, quand on fait des tests, on va trouver parfois beaucoup de choses positives. Est-ce que sont tous pertinents, ces positivités? Aujourd'hui, grâce euh, au dosage biologique et aux allergènes moléculaires, on est capable de savoir si c'est un vrai positif ou un faux positif. Il suffit de demander, donc là, les allergologues savent très bien faire ça, une prescription au laboratoire qui va nous permettre de dire, dans tous les pollens que j'ai trouvés positifs, j'ai trouvé des pollens d'arbres, de graminées, d'autres choses, est-ce qu'ils sont réellement tous positifs ou pas? Eh bien, on va regarder l'allergène majeur. Est-ce que le patient reconnaît l'allergène majeur? Si c'est le cas, on dit qu'il est réellement sensible à ça. Après, si vous avez un patient qui est quand même positif à 3, 4 allergènes majeurs, vous dites il les reconnaît réellement. Mais lesquels de ces allergènes-là sont pertinents? C'est-à-dire quels sont ceux qui sont le plus responsables de ces symptômes? Est-ce que dans le calendrier pollinique, tel pollen, et même s'il est positif, peut-être qu'il est en quantité très peu présent au cours de la saison, alors qu'il y en a un autre qui est une saison beaucoup plus longue, plusieurs mois, et qui risque de le gêner davantage. Donc je vais choisir celui-ci. S'il a à côté de ça, je ne sais pas, des acariens avec des chiffres élevés, eh bien, je peux choisir un acarien en pollen, je peux choisir 2 pollens, je peux choisir 3 pollens en fonction des résultats de la biologie avec des allergènes moléculaires, en fonction du calendrier pollinique et des pollens, est-ce qu'ils sont présents longtemps, pas longtemps, en grande quantité, pas en grande quantité. Donc, on va déterminer l'imputabilité dans les symptômes et on va choisir l'allergène qui est responsable, le plus vraisemblablement responsable des symptômes et qui dure longtemps et les plus sévères. Et ensuite, on va combiner. On peut choisir un comprimé, voire 2 comprimés en parallèle, plus des gouttes, comprimées parce que c'est plus facile. Et on peut désensibiliser, ou alors faire un mélange de deux quand c'est possible, à condition de ne pas perdre d'efficacité. Aujourd'hui, on évite de faire les mélanges. On préfère faire des désensibilisations séparées. Mais quand il y en a trop, parfois on est malheureusement obligé de faire ça. Et donc, on peut mélanger, par exemple, 2 arbres en même temps parce qu'ils sont tous les deux élevés et on ne peut pas se passer de l'un et de l'autre. D'accord. J'avais une question aussi. Lorsqu'on a une désensibilisation avec des gouttes, hein, donc liquide, est-ce que il faut avaler le produit ou est-ce qu'on peut le recracher? C'est-à-dire qu'on le garde un petit moment sous la langue et Oui. ensuite on l'avale ou pas? Alors, si on regarde les études cliniques, si on regarde l'autorisation de mise sur le marché du produit, du médicament, ce sont des médicaments qui sont indiqués par voie sublinguale orale. Ça veut dire qu'on les met sous la langue et on les avale après. C'est à faire de cette manière-là tant qu'il n'y a pas d'effet indésirable gênant. On le sait au début, quand on avale le produit, ça pique la gorge, ça démange, mais ce sont des effets indésirables attendus et qui ne durent que quelques jours au début du traitement et qui disparaissent. Donc, on continue son traitement de cette manière-là. En revanche, si on a des effets indésirables qui sont persistants, très gênants au niveau de la gorge ou au niveau de l'estomac, quand on avale le médicament, ou des douleurs abdominales qui surviennent plusieurs heures après, tous les jours, tous les matins. Eh bien là, on va dire au patient, eh bien, vous allez mettre le médicament 1 minute sous la langue, ou 2 minutes, 1 minute, 2 minutes si c'est une solution buccale. Puis, pendant 5 minutes, vous évitez de boire ou manger. Ça, on le fait pour tous les patients. Et au lieu d'avaler, vous allez recracher, bien entendu, après ces 2 minutes. Pourquoi? C'est pour éviter les effets indésirables. Donc, aujourd'hui,
ce n'est pas une règle de dire à tous les patients, recrachez votre produit. Non, c'est utilisable au cas par cas lorsqu'il y a un effet indésirable. Très bien. Je te laisse la parole dans 2 minutes. J'ai encore une question, Marie-Pierre. Alors, formidable, on nous suit depuis le Canada. Donc, Hein. Geneviève qui nous dit, je suis canadienne, je fais de la désensibilisation par injection Oui. au pollen et acariens dans un bras et les chats dans l'autre bras. Ça fait 3 ans. Je suis rendue à la dose maximale depuis février 2023. Je n'ai pas Mhm. l'impression que ça fonctionne si bien. Encore des crises d'asthme avec les chats. J'attends la prochaine saison d'allergie printanière pour voir. Si ça ne fonctionne pas, pardon, c'est quoi la prochaine étape? Xolaire, point d'interrogation. Bon, euh, bon, j'espère que le chat n'est pas mélangé avec l'acarien dans le bras, je veux dire, dans le même flacon de désensibilisation. Parce qu'il faut savoir que ça a été démontré avec des études immunochimiques qui ont bien montré que lorsque vous mélangez certains allergènes qui ne sont pas compatibles, eh bien les enzymes protéiques qui se trouvent, par exemple, les enzymes digestives qui se trouvent dans l'extrait d'acarien, vont digérer complètement les allergènes de chat et vice-versa pour les enzymes de moisissure ou d'autres. Il y a des enzymes un peu partout, hein, dans les pollens, etc. Et donc, de temps en temps, quand on a fait des mélanges qui n'étaient pas compatibles, eh bien, on va se retrouver avec une Non, bouillie c'est pas le d'acides cas. aminés. C'est C'est pas pas le le cas, cas. nous dit-elle. Les chats sont D'accord. seuls, les pollens et les autres Sont dans les seuls. autres bras. Donc Donc, ça, ils voilà. sont seuls. Donc, ça, c'est déjà bien. Euh, Si ça ne fonctionne pas, il faut savoir, bon, est-ce qu'elle a atteint la dose, parce que quand on a trois allergènes, par voie injectable, c'est difficile de monter très haut en dose. Euh, Pourquoi? Parce qu'il y a plus de risques de déclencher une réaction. Une réaction anormale, je veux dire, c'est plus la réaction locale, c'est surtout chez quelqu'un qui a de l'asthme. On peut déclencher une crise d'asthme, on peut déclencher une réaction un peu anaphylactique, difficile à contrôler parfois. Donc, ce qui fait que quand on a trois allergènes en même temps par voie injectable, surtout si elle les fait, je ne sais pas si, j'espère qu'elle ne les fait pas tous le même jour, parce qu'il vaut mieux décaler pour pouvoir monter un petit peu plus les quantités. Parce que ça devient après de la, entre guillemets, euh, j'allais dire de la cuisine pour arriver à monter les doses. Et donc, pour éviter de surcharger l'organisme, on évite de faire les trois allergènes le même jour. On essaye de faire, même s'il faut faire revenir le patient plusieurs fois, mais c'est le seul moyen de faire augmenter les dosages. Oui. Vous voyez? Cela dit, si au bout de 3 ans, ça ne Ah, fonctionne pas, ça fait 3 ans qu'elle le oui, fait. Ah oui, ça, c'est quoique. l'information que j'ai ratée, c'est Oui, ça fait 3 ans. oui, Donc, si ça fait 3 ans qu'elle le fait, c'est que c'est vraisemblablement pas euh, indication. Oui, la bonne indication. Est-ce que, voilà, on peut se poser la question, est-ce que les extraits, est-ce que ceci et cela? oui. Est-ce que, voilà, l'indication, elle est certainement bonne? Est-ce que les médicaments contiennent des bons allergènes? Et si ça ne fonctionne pas, faut savoir, faut essayer de comprendre aussi pourquoi. Hmm. Parce qu'on a de temps en temps, effectivement, des personnes chez lesquelles on a du mal à obtenir un bon résultat. Il nous reste Elles sont 2 minutes. peu Je suis nombreuses. désolée, Oui, Habib. oui, oui. Marie-Pierre, tu as des questions? Alors, quelques petites questions, mais déjà, le docteur Chaban a répondu à plusieurs, notamment à partir de quel âge on pouvait faire, ou si j'ai des femmes enceintes et autres. Il y a des fois des recommandations, par exemple, quand on a une grosse infection, comme on a eu pas mal de pneumopathie cet hiver avec des pseudomonas et autres, faut-il arrêter, si on a une Oui. grosse infection, Le traitement. ces Oui, traitements? alors le traitement, il faut l'arrêter si on a une infection, si on a de la fièvre, si on est malade, si on doit se faire opérer, si on doit se faire arracher des dents, faire des soins dentaires. Il faut arrêter le temps que ça cicatrise la gencive. Toutes les infections fébriles, il faut arrêter le traitement jusqu'à ce que ça passe et reprendre après.
Alors, on reprend au même niveau ou il faut repartir un peu dessous ou Alors, on voit ça au- avec son allergologue? alors avant, on disait qu'il fallait baisser, etc. Mais Oui, aujourd'hui, je peux dire que ça a changé parce que on ne peut plus baisser parce qu'on a un seul dosage, par exemple, pour des comprimés. Donc, on reprend le traitement, point, oui, au même voilà. dosage. Alors, la même chose quand on a une biothérapie. Alors, est-il possible, est-il compatible d'avoir une biothérapie, une désensibilisation? Alors, une biothérapie, ça dépend laquelle. Pourquoi? Parce qu'il y en a énormément de Oui, il y en a pour biothérapies les aujourd'hui. allergies, il y a différentes choses, voilà. Voilà, ça dépend de quelle biothérapie. Et il y a des biothérapies même qui sont combinées avec la désensibilisation pour Oui, obtenir une meilleure augmentation de dose. Certaines biothérapies ont été, comme l'anti-IgE, a été utilisée pour permettre, par exemple, à des désensibilisations aux aliments, à l'arachide et parfois à d'autres au venin, etc. Ça a été fait. Donc, ce n'est est-ce pas que, incompatible. d'accord, merci. Est-ce qu'on peut commencer une désensibilisation à tout moment de l'année ou on va attendre, par Non. exemple, si on a Alors, un problème oui, avec les problèmes de graminées, on va commencer tout à plutôt en fait. hiver ou des choses comme Voilà. ça? Il y a un moment pour les pollens, il y a un moment pour commencer la désensibilisation. Ça se commence 2 à 4 mois avant la saison. Deux D'accord. à quatre mois avant la saison. Pour les acariens, pour le chat, les moisissures, le chien, ça, on peut démarrer à tout moment de l'année. D'accord. Est-ce Mais donc, qu'une... vous avez répondu déjà pour l'âge des patients, donc ça, voilà. eh, En attends, règle générale, elle est toujours bien tolérée ou pas? Pardon, La là? désensibilisation est toujours bien tolérée ou pas? La désensibilisation, est-ce qu'elle est toujours bien tolérée? Pourcentage. Oui, Euh, le, on a le répondu, niveau hein. d'effet indésirable est quand même reste extrêmement bas bon, par la voie sublinguale comparé à la voie injectable. Parce d'accord. que la voie injectable, on avait beaucoup, beaucoup d'effets indésirables quand même, Voilà. plus nombreux. Est-ce que l'on peut désensibiliser aux médicaments? Quelqu'un qui a une allergie aux médicaments? Alors oui, pour les médicaments indispensables, oui. Pour l'amoxicilline, pour l'aspirine, pour les anticancéreux, oui. D'accord. Mais on ne va pas désensibiliser pour n'importe quel médicament. D'accord. J'ai eu une question aussi. Je me suis fait désensibiliser au chat il y a 6 ans. Ça a bien marché, mais aujourd'hui j'ai de nouvelles allergies. Est-ce que je peux de nouveau me faire désensibiliser? Oui, reprendre généralement au moins 2 années consécutives de traitement, ça fait du bien. Non, mais c'est Voire pas au chat, recommencer. hein. Elle était Ah, non, à une autres ah, allergies, ah, mais d'autres bien sûr. allergies. Oui, bien sûr. S'il y a une nouvelle allergie qui apparaît, donc on traite cette allergie comme toute nouvelle allergie. Il n'y a aucun D'accord, souci. Oui, oui, oui. très bien. Euh, Les Pour les, allergies de mé- contact, il y a des possibilités des fois. Alors, ah, pour les allergies de contact, Et on va non. dire par exemple Aujourd'hui, il des n'y a choses pas comme le de. latex ou autre. Non, Non. Alors, le latex a été, c'est pas, ça a été fait, publié, etc. J'ai même participé à l'époque, mais c'était pas l'allergie de contact, c'était l'allergie anaphylactique au latex, IgE Voilà. dépendante. Voilà. Et pour les médicaments tout à l'heure, pour répondre à Christine, ça ne se fait que dans des services spécialisés à l'hôpital pour la désensibilisation aux médicaments. d'accord. L'accoutumance, Alors, Hellebore qui redit donc prendre un antihistaminique, ce n'est pas comme une désensibilisation. non. Ben non, c'est complètement différent. C'est un Le... traitement symptomatique. Vous le prenez, ça marche. Vous arrêtez le lendemain, ça revient. La désensibilisation, c'est le seul traitement aujourd'hui qui est capable de modifier l'évolution de l'allergie. Pourquoi? Parce qu'on touche au mécanisme même. On va générer des cellules qui sont, comment dirais-je, qui vont produire de la tolérance et qui vont empêcher le système immunitaire de réagir. Ce sont des T régulateurs, ce sont des lymphocytes T qui régulent la réponse immunitaire. D'accord. Alors, il y a Mamie Canne à sucre qui revient sur les biothérapies. Elle nous dit, moi, je suis sous biothérapie pour une polyarthrite et les Oui, différents médecins m'ont tous confirmé que je pouvais continuer ma désensibilisation. oui, mais c'est ce que je viens de dire tout à Oui, l'heure, oui, oui, tout à que fait, voilà. mais
hein. Elle Voilà, abonde tout le temps. maintenant, quand je dis il y a plusieurs biothérapies, c'est quelqu'un qui vient et vous dit je suis aux biothérapies parce qu'on a trouvé un mélanome. Je dis attendez, Oui, c'est autre oui, chose. voilà, c'est ça. J'avais eu aussi une question sur comment trouver un allergologue. Comment trouver un allergologue? Ah oui, est-ce qu'il y a un annuaire? Est-ce que Alors, le site du alors, il y a le syndicat? site, tout simplement, on peut regarder aujourd'hui les outils informatiques. Le site du syndicat indique les allergologues, pour ceux qui sont connus et répertoriés. Le site d'Amélie indique les allergologues, mais le site Doctolib aussi, et d'autres, comment dirais-je, prestataires également. D'accord. Après, vous avez tout simplement le moteur de recherche que vous utilisez et sur lequel vous tapez allergologue ou bon allergologue ou meilleur allergologue de la région et Le qui va vous meilleur du sortir. monde. D'accord. Je pense aussi qu'il faut retenir une chose sur la désensibilisation. On a coutume de dire que ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à un résultat dans les 15 jours ou 3 semaines qui viennent, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui arrêtent leur désensibilisation au bout d'un mois ou deux. Et en fait, c'est franchement dommage parce que Ouais. l'effet ne peut pas se faire sentir tout de suite. Il faut attendre un certain temps. Généralement, on sent une amélioration. Au bout de combien de temps on peut commencer à Alors, sentir l'amélioration? pour les, je vais parler d'études maintenant qui ont été faites, qui ont montré, par exemple, pour le pollen, euh, qu'on peut mesurer, et ça a été fait une seule fois hein, dans une étude, qu'il y avait une différence entre le placebo et l'étude et le bras qui recevait le traitement, et que ça commençait à se voir dès la quatrième semaine de traitement. Mais c'est statistique. À l'échelle individuelle, on dit aux patients qu'il faut attendre, par exemple, minimum 4 à 6 mois avant de voir un début de symptômes. La question que souvent on nous dit, c'est j'ai commencé la désensibilisation, docteur, est-ce que je peux arrêter les autres médicaments? Non, pas tout de suite. Il ne faut pas les arrêter maintenant parce que vous en avez encore besoin, parce que l'effet va demander du temps pour se mettre en place. Et habituellement, alors quand vous démarrez une désensibilisation pour, par exemple, le pollen, on va la démarrer 2 à 4 mois avant l'arrivée de la saison. Donc de toute façon, on ne verra rien pendant 2 à 4 mois Bien sûr. jusqu'à ce que les pollens arrivent. Quand on la démarre pour les acariens ou pour le chat, là, il faut compter en moyenne, on dit, il faut compter un délai de au mieux, au plus tôt, 2 mois, on peut avoir une différence. En moyenne, 4 mois pour commencer à avoir une différence par rapport à avant. Et quand est-ce qu'il faut arrêter les autres médicaments? Pas tout de suite. Souvent, c'est beaucoup plus longtemps avant d'arriver à... Par contre, ce qui est formidable, c'est que pour les pollens, ça peut marcher tellement bien que quand on revoit les patients la saison d'après, et on leur dit alors comment ça s'est passé, ben, ils vont dire je n'ai pas utilisé par exemple mon antihistaminique ou je n'ai utilisé qu'une fois ou deux, alors que habituellement ça commence très tôt, etc. Et là c'est formidable parce que là Oui. ça veut dire que ça a très très bien fonctionné. Oui, oui, donc ça change la vie et ça vaut le coup ça vaut vraiment la peine de Complètement. s'accrocher. Oui. Je devais le rajouter, mais j'ai une faute de temps, j'ai pas eu le temps de le rajouter. Une enquête qui a été faite par le syndicat des allergologues il y a quelques années avec l'aide de l'industrie auprès de 4800 patients qui ont répondu, eh bien, on avait 85% de bons à très bons résultats de la désensibilisation. Oui. Mais oui, donc ça vaut la peine. Oui. Ça vaut la peine. Patient surtout. Voilà. Oui. Bah oui, Oui. oui, c'est sûr. C'est ça, il faut Voilà. être patient. Il faut que les Voilà. patients soient patients. Voilà. Patient Exactement. et Voilà. observant et bien suivre les recommandations qu'on vous donne. Et à contrario, si au bout d'un an, il n'y a toujours pas il y a aucune amélioration, là, il faut retourner voir le médecin et se reposer la question
de la exactement. nécessité de Voilà. continuer des sensibilisations. Et puis voir s'il n'y a pas autre chose qui explique les symptômes. Parce Voilà. que c'est toujours pareil. Une rhinite, on va dire, euh, une rhinite peut en cacher une autre, si je puis dire. Mm. C'est vrai. Ah, et Oui, puis voilà. de toute Et les... façon, on peut aussi faire pour les pollens et puis d'un seul coup s'apercevoir qu'il y a des moisissures. Et ça peut être les moisissures qui peuvent faire que d'un seul coup, on a en plus cette allergie-là qu'on n'avait peut-être pas auparavant. Et puis voilà, Mhm. donc ne pas se sentir bien, mais peut-être savoir aussi pourquoi. Mm. Oui, Donc, s'écouter, consulter régulièrement son médecin et puis respecter les traitements qui ont été voilà. prescrits. Et en cas d'échec, remettre en question le diagnostic. Est-ce qu'il n'y a pas une autre allergie? Est-ce qu'il n'y a pas une autre cause de ces symptômes, de cette rhinite, de cette conjonctivite, Voilà. etc. Donc, Elébor nous dit, j'en rêve d'une vie normale sans allergie. Bien, c'est ce qu'on va peut-être souhaiter à tout le monde. Et remercier le docteur Habib Chaban. Merci beaucoup, Habib. Avec C'était plaisir, passionnant. Merci avec beaucoup, plaisir. Marie-Pierre. Et puis, Merci à vous tous. je vous dis à tous à très Merci. bientôt. On a encore un webinaire le mois prochain. Et d'ici là, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à appeler le numéro vert de l'association. C'est le 0800 19 20 21. Voilà, très bonne soirée à tous Merci beaucoup à et tous. encore merci. Merci Au à Au revoir. tous. revoir. Au revoir. Ah, il faut que tu mettes fin au webinaire, Habib.